La loi 106, elle porte le titre suivant, loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses lois. En fait, ça modifie une vingtaine de lois, ça modifie même le Code civil, mais ce qu'on ne voit pas là-dedans, c'est gaz de schiste ou pétrole, etc. Là. Il n'y a rien qui l'indique. Mais quand on consulte la loi ou le projet de loi qui a été déposé au mois de juin, on se rend compte qu'il y a un problème avec ça. Donc, je vais aller vite sur les principes. Juste vous signaler que si quelqu'un découvre du gaz sur son terrain, une émission de gaz, des bulles, eh bien, il faut le déclarer au ministre, qui lui va l'inscrire dans un registre. Donc, ça, c'est un nouvel article de la loi des hydrocarbures qui a été voté au mois de décembre. Autre chose, c'est que si vous retrouvez un puits, parce que les puits ont été abandonnés, les puits sont orphelins, les puits sont 3 pieds sous terre, parfois 4, eh bien, si on découvre un puits sur son terrain, il faut en aviser le ministre par écrit rapidement. C'est ce que ça dit. Le ministre l'inscrit dans un registre foncier, et après, ben, quand va venir le temps de revendre votre terre, ça va être un peu compliqué. Parce que les notaires, évidemment, vont faire les recherches appropriées. Ils vont se rendre compte qu'il y a des puits ou des pipelines ou des gazoducs ou autre chose. Donc, ça va faire partie d'un registre. Ça va être sur les cartes, etc. Ce qui est quand même une bonne chose, parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup d'imprécisions sur les localisations des anciens puits, et il y a beaucoup de puits probablement qui sont perdus dans la nature, si je peux m'exprimer ici. Les droits. La licence d'exploration donne droit au titulaire le droit d'extraire des hydrocarbures et d'en disposer ou d'utiliser un réservoir souterrain pour une période d'essai, et le gouvernement détermine par règlement la durée et les conditions d'exercice de cette période d'essai, etc. C'est juste pour vous signaler qu'à peu près à chaque article de la loi, ça dit le gouvernement détermine par règlement. Et les règlements, on les a pas. On les a pas. Il paraît qu'il y a 400 pages de règlement, mais on n'en a pas vu un. Fait que, finalement, c'est un petit peu comme si les députés à l'Assemblée nationale devaient voter avec un chèque en blanc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et moi, en tant que scientifique, je ne peux pas rien en dire, absolument rien. Mais un règlement, il n'y a pas besoin d'avoir un vote au Parlement. Exactement. Un règlement, c'est que ça peut être par décret ministériel. Ah oui, c'est ça, carrément, ça vient de cette année. Donc, la licence d'exploration a la durée de 5 ans. La ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement. Et c'est toujours comme ça. Comité de suivi, ça dit que si quelqu'un a un permis d'exploration sur un territoire, il doit former un comité de suivi, formé d'un citoyen, d'un agriculteur, etc. Mais les membres sont choisis par le titulaire de la licence et approuvés par le ministre. Il détermine le nombre de membres qui composent le comité, et tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe. Le gouvernement détermine par règlement, etc., etc. Et on a su que le ministre pouvait donner une permission à la compagnie de ne pas former de comité de suivi. Parce qu'à Anticosti, il y avait un problème. Si on a 50 permis Anticosti, il va manquer de monde là-bas. Ils vont se réunir tellement souvent que ça ne fonctionnera plus. Et même là, ils ont l'obligation de se réunir seulement une fois l'an. Une fois l'an, quand on pense que la fracturation, ça se passe sur quelques semaines, c'est tout, là. C'est vraiment pas suffisant. Mais c'est par le comité de suivi que le gouvernement croit que le processus d'acceptabilité sociale pourrait se survenir. Donc, l'article 27, c'est l'accès au territoire. Ça dit que le titulaire doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire au moins 30 jours avant d'y accéder. Puis là, ça c'était dans le projet de loi, là, ça disait grosso modo, bien écoutez, on va aller chez vous, puis on va aller former. Il n'y avait rien à dire. Heureusement, on est revenu lors des amendements de nuit qui ont eu lieu là, dans la nuit, certains l'appellent la nuit du long couteau, là, la nuit du 10 décembre. Eh bien, dans la loi, il y a eu un amendement qui dit que le titulaire ne peut accéder au territoire s'il n'a pas obtenu l'autorisation.
Donc, on est revenu à la même situation qu'avec l'ancienne loi des mines. L'ancienne loi des mines, c'est ce qu'elle disait. C'est qu'à l'étape de l'exploration, la compagnie doit obtenir l'autorisation du propriétaire pour faire ses travaux. C'est normal. C'est revenu comme ça. Mais à l'étape du projet de loi, ce n'était pas le cas. C'était j'arrive puis cassez-vous. Sauf qu'il y a quand même le problème de l'expropriation qui semble intéresser beaucoup notre autre personne tout à l'heure. Vous serez mots. C'est que le projet de loi 106, à l'article 55, dit que bon, le titulaire d'une licence de production de stockage a droit d'accès au territoire, etc. Et ça continue. À défaut d'entente, le titulaire peut, pour l'exécution de ses travaux, acquérir ses droits réels ou ses biens par expropriation. Donc le mot est carrément là. Peu importe la mécanique, un juge ne peut que obtempérer à cet article-là qui dit qu'il peut l'obtenir. Donc voilà un peu. Donc la seule chose que le propriétaire peut faire, c'est discuter de la compensation. Encore 5 minutes, puis je termine, François. Donc, en ce qui concerne l'expropriation, dans la loi des hydrocarbures, ben, c'est exactement le même libellé, donc rien n'a été changé. La fracturation, parce que c'est ça qui est le plus important selon moi, c'est que le mot fracturation n'apparaissait pas dans le projet de loi. Dans le projet de loi, c'était écrit le titulaire d'une licence, donc la compagnie gazière, qui complète un puits par stimulation physique, chimique ou autre, doit être titulaire d'une autorisation de complétion. Le gouvernement détermine par règlement, blablabla. Donc, ce que ça disait, c'est que oui, pour la complétion, on a besoin d'une autorisation, mais le mot fracturation n'apparaissait nulle part dans la loi. Et à force d'avoir des pressions des députés d'opposition, eh bien, là aussi, lors de la nuit du 9 au 10 décembre, eh bien, il y a eu l'amendement 53 avec l'article 81.2, 81.3, où il était question de travaux de fracturation et d'autorisation de fracturation de la part du ministre. Et évidemment, tout ça va être déterminé par des règlements ultérieurs. Donc, la loi a été publiée le 14 mars 2017. Elle n'est pas encore en vigueur. Elle pourrait l'être demain matin. Dès qu'elle va être dès qu'il y aura un OK, si on peut dire, pas du conseil, mais du caucus ministériel, dès que le gouvernement dira OK, ben, la loi des hydrocarbures, on la met en vigueur, eh bien, ces articles-là vont être en vigueur. Donc, juste pour vous signaler, juste pour vous dire que les réactions au projet de loi, je veux juste mentionner celle de l'UPA, Union des producteurs agricoles, qui a dit que ça ne correspond pas aux demandes des producteurs et c'est surtout eux qui vont être les premiers confrontés au développement des hydrocarbures. Donc, ça a été dit le 29 septembre 2016. Il y a eu des amendements, les amendements n'ont pas fait le travail. Puis finalement, comme il n'y a aucun territoire agricole qui soustrait des permis qui sont en vigueur, évidemment, les agriculteurs ou l'UPA ne devraient pas être bien contents de l'affaire, sauf qu'on les entend peu à l'heure actuelle. Donc, c'est comme la loi 106, c'est comme si on déroulait un tapis à l'industrie, et évidemment, toutes les activités agricoles vont devoir prendre le bord. Ici, on a la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Et encore là, à la fin septembre, parce que là, ils avaient déposé des amendements, 80 amendements. Puis, ce que le président avait dit, c'est qu'il n'est pas question de passer par-dessus les compétences des municipalités. Donc, ce que la FQM demande, c'est un moratoire de 5 ans sur la fracturation hydraulique sur l'ensemble du territoire. Sauf qu'ils ne l'ont toujours pas, ils ne l'ont pas eu. Et puis, en ce qui concerne les territoires incompatibles, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'un territoire incompatible avec l'exploration, la production et le stockage d'hydrocarbures est celui où la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par ces mêmes hydrocarbures. Donc, il faut que la MRC démontre qu'il y a qu'on ne peut pas mener des activités de ce type-là. Par exemple, l'agriculture. C'est comme s'il fallait démontrer que l'agriculture serait compromise s'il y a une activité gazière dans la région. Mais,
Ce premier alinéa ne s'applique pas aux hydrocarbures dont l'exploration, la production et le stockage est déjà autorisé par une licence, ce qui est le cas de toute la région ici. Donc, il n'y a pas de territoire incompatible à l'heure actuelle et il n'y en aura pas parce que la question a été posée lors des débats article par article. Combien va durer ce régime-là? Est-ce que ça peut être renouvelé? Et puis le ministre a répondu que les licences actuelles pouvaient être renouvelées un nombre indéfini de fois, et chaque fois c'est 5 ans. Donc, je vais terminer juste en vous signalant que pour s'en sortir, il faut vraiment qu'on soit nombreux, qu'on soit solidaires. À l'époque, le ministre Arcan était vraiment, il se demandait comment se sortir de ça, quand il était ministre de l'Environnement. Là, il est ministre de l'Énergie, puis ce qu'il a trouvé comme parade, c'était la loi sur les hydrocarbures. Et il a même passé sous bâillon, comme on le voit ici sur la caricature. Donc, pour répondre quand même, parce que je ne veux pas laisser sur une note trop défaitiste, c'est que les gens, des fois, nous disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, ce qu'on peut faire, c'est autre chose. Et on peut très bien le faire, et certains pays le font. C'est se lancer dans l'énergie solaire. Et ça, déjà, Edison le disait. Edison, ça ne date pas d'hier. Il disait, puis la plupart des scientifiques, Tesla aussi et d'autres, disaient que l'énergie de l'avenir, c'est l'énergie solaire. Et à l'heure actuelle, à cause des transistors, ça fait longtemps qu'on connaît ça, etc., avec les panneaux photovoltaïques, c'est ce qui va revenir le moins cher bientôt. Et il y en a partout du soleil. Peut-être pas tout le temps, mais il y en a partout. L'énergie éolienne, l'énergie hydraulique qui est déjà installée, ce qui est le cas au Québec, la géothermie, les biogaz, ça ne sert à rien de les laisser aller dans l'atmosphère, c'est aussi bien de les utiliser, etc. Et l'économie de l'énergie. Donc, juste pour vous signaler que si on regarde les capacités de l'énergie solaire, c'est plus de 2000 fois ce que nous consommons présentement comme énergie sur la planète. Donc, ce n'est pas une limitation. Du solaire, il y a moyen d'en mettre partout, il y a moyen de que ce soit notre énergie principale source d'énergie. Pour l'éolien, c'est 200 fois, etc., etc. Donc, je vais terminer là-dessus. Et puis, tout à l'heure, si vous voulez, après avoir pris votre café, soit on vous passe un petit film sur le gaz de schiste, ou je vous montre des fuites à des puits de gaz. Merci. Je pourrais répondre à vos questions, même si ça a terminé un peu abruptement, là, mais sur la loi, j'ai apporté la loi avec moi si vous voulez la consulter, ou si vous voulez discuter plus généralement de la position de tel ou tel politicien ou des gazières ou des compagnies. Ton PowerPoint, il y a beaucoup d'informations. Est-ce qu'il est disponible aussi? Oui, il est disponible. Quand il y aura la création d'un comité citoyen, en général, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien là, je fournis le matériel de ma présentation sous format PDF, puis c'est un bon point de départ pour amorcer les discussions ou d'autres rencontres d'information avec d'autres citoyens de votre municipalité. Et je vous l'offre. J'ai pris quelques journées pour le préparer et je vous l'offre. Et d'ailleurs, il y aura probablement à un moment donné, ça va être disponible aussi sur Internet, la captation vidéo, comme on dit. Une question? Oui, merci. Je sais que depuis plusieurs années, 80 du moins, la CPTAQ protège les territoires agricoles. Alors je me dis, depuis 2008, on a laissé comme les compagnies gazières passer chez nous, alors qu'on aurait pu facilement dire non, le territoire agricole protégé, CPTAQ. Les mots sont clairs. Je ne comprends pas que cet organisme-là, même en 2017, ne fasse pas état des pressions. On empêche les gars de se bâtir sur un rocher parce que ça détruit l'agriculture, puis on donne les permissions aux gazières de faire ce qu'ils veulent dans notre Québec. Parce que, une explication peut-être historique, c'est que la loi sur les mines, c'était une loi qui était quasiment au-dessus de tout. Je veux dire, on pouvait même détourner des fleuves avec la loi sur les mines. Oui, mais pas de désuète, la loi sur les mines. Non, mais même si c'est les désuètes, la petite réforme qui a eu lieu, ça demeure encore la loi sur les mines. Et la loi sur les mines, elle a donné la loi sur les hydrocarbures. C'est exactement les mêmes articles, sauf qu'on a changé minerai pour gaz et pour hydrocarbures. Donc, ça a peu de choses près la même structure, la même façon de faire.
Donc, pour revenir à la question de la CPTAQ, quand la CPTAQ prenait des décisions, elle se fiait à un cadre légal, et comme elle n'avait pas de prise, elle laissait aller. Elle dit, ben, c'est du gars, je ne peux pas rien faire. Quelque chose à peu près du genre, parce que les compagnies ont été quand même fines, ils ont dit, de toute manière, quand tout est fini, vous pouvez ressemer et puis continuer votre agriculture. Donc, la CPTAQ a avalé cette chose-là et il y a eu pendant, je dirais, de l'année 2000 à 2015, à peu près presque une centaine d'autorisations qui ont été octroyées par le CPTAQ. Mais ce n'était pas le cas dans les années 70-80, où là, la CPTAQ, une fois sur deux à peu près, se demandait « Mais oui, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça ne risquerait pas justement d'endommager notre territoire agricole? » Et il y a certaines compagnies, comme Fair Lady et d'autres, qui ont été dégoûtées. Le seul endroit où la CPTAQ n'a pas donné raison à la compagnie gazière, c'était à Batiscan, parce que la municipalité a dit « Oh, ça passe bien trop proche de la voie ferrée, ça passe bien trop proche de notre source d'eau potable. Nous, on dit que ça ne correspond pas à notre aménagement municipal. » Et la CPTAQ a demandé à la gazière, ben voulez-vous le faire quand même? Et la gazière a répondu, ben là, je me sens mal à l'aise. Ben, c'est à peu près la seule fois où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça m'amène à dire que même si on n'a pas eu cet engagement-là, la CPTAQ a pu facilement écrire, nous ne sommes pas d'accord. Puis limiter la CA. Ben, il aurait fallu qu'elle ait comme des arguments ou on lui permette de le faire. Et là, elle était allée bête de boucle et c'était probablement toujours les mêmes. Il y a eu une mauvaise fondamentale de la part des dirigeants de la CPTAQ puis une mauvaise du gouvernement. Mais il faut dire aussi que les corporations des agronomes, tout ça, n'ont pas aidé. Il n'y a personne qui a aidé dans l'affaire. Ils n'ont pas été vigilants comme il aurait fallu qu'ils le soient. Là, l'UPA prend une position très très forte, mais on ne les entend pas. Ils sont où les UPA présentement, les UPA régionales, ils sont où? C'est le temps là, qui nous... Il y avait une question ici. Monsieur. Mais quand si une municipalité s'objecte, c'est l'exemple d'un phénomène qui devrait planter un puits, je ne sais pas trop qui décide de planter un puits quelque part. Puis la municipalité, avec les gens, s'objecte. Ils vont reculer, là? Pardon? Ils vont reculer? Ils vont reculer, ils vont aller voir ailleurs peut-être, mais ils ne vont pas nécessairement reculer. Dans le sens que s'ils sentent qu'ils ont la loi avec eux, qu'ils ont le ministère avec eux, que le ministère fait quasiment la promotion de ces projets-là, qu'il y a du financement de la part de la caisse de dépôt, etc., la compagnie va dire, ben écoute, on va essayer d'éliminer les agents nuisibles un peu autour, puis on va continuer, on va forcer un peu le jeu. Fait que la municipalité, à moins qu'elle s'associe à d'autres mouvements plus larges, si on pourrait en parler avec à des dérogations, à des tentatives d'adoption de règlements, de résolution, ben là, peut-être. Mais si c'est juste une municipalité qui dit non, moi je veux pas, c'est probablement pas suffisant. Avez-vous une question? Ben, moi, je voulais dire que tout est politique là-dedans. En même temps que la loi de 106, il y a d'autres projets de loi que le gouvernement met sur la table pour apporter les municipalités en leur accordant des pouvoirs de proximité accrus selon ce qu'il dit. Et quand on l'analyse comme il faut, puis elle n'est pas adoptée encore, ce projet de loi-là, c'est le pouvoir, par exemple, des heures d'ouverture du dépanneur, puis des grandeurs des pancartes qui vont mettre ces trottoirs, mais ils sont en train de la négocier. Puis moi, je les connais, les politiciens, là, j'ai été 18 ans sur le conseil municipal. C'est du bon monde, mais on essaie toujours de gagner tout ce qu'on peut pour notre paroisse. Fait que là, actuellement, ce que je sens, moi, c'est que la FQM, elle avait pris une position ferme, mais elle n'a pas envie d'aller plus loin. Puis ça, je vais vous en parler. Si vous voulez, on va prendre un café, parce que rester assis, là, tout le temps, il faut se dégourdir un peu. Puis après ça, ben, il y a d'autres questions pour Marc continuer. Mais je voulais juste vous dire, c'est un jeu politique qui est en arrière de ça. Et c'est à nous autres, les citoyens, de reprendre notre pouvoir politique. C'est un jeu de monnaie. Les piastres. Mais pas seulement. Politique. Les piastres. Pas seulement. Heureusement, c'est pas seulement. Les gros sommes. Dans les poches. En demandant le prix.